Pour cette deuxième capsule, je t'emmène à la rencontre d'Elisabeth Lavigne, photographe. J'ai rencontré Elisabeth lors du parcours d'artiste de Wallin, où elle exposait dans l'église partagée de Nil-Saint-Vincent. Bonjour Elisabeth, peux-tu nous parler de ton projet? Oui, donc je vais peut-être un petit peu vous expliquer les circonstances qui m'ont amené à me munir d'un appareil photo et à faire le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, donc en fait, j'ai malheureusement vécu une relation toxique et une relation de violence conjugale. Donc j'ai été fort abîmée par cette relation qui a duré 5 ans. J'étais fort abîmée moi-même et mes enfants. Euh, donc suite à cette relation, je me suis séparée. Une plainte avait été déposée à la police dans le cadre de ces violences. Et alors donc j'ai appris quelques temps après que le dossier avait été classé sans suite. Je me suis alors beaucoup posé de questions par rapport à ma responsabilité dans la relation, le pourquoi est-ce que mon histoire n'a pas été prise en considération. Et donc pendant des semaines, j'ai vraiment sombré. Je suis tombée en dépression. J'avais énormément de culpabilité. Je ressentais énormément d'injustice aussi, de me dire pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas à juste titre le mal qui a été fait, qui m'a été fait, qui a été fait à mes enfants et aux enfants de mon ex-compagnon aussi. Et puis, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser cette expérience qui fut terrible, étant donné que j'ai quand même été hospitalisée et j'ai subi plusieurs mois d'incapacité de travail. Je me suis dit pourquoi ne pas rebondir sur ce qui s'était passé. On dit toujours que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est vrai que voilà, le jour de ma séparation, je suis passée par la petite porte parce que j'ai cru que j'allais mourir. Et donc voilà, à partir de là, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour en ressortir grandi, pour pouvoir remonter étant donné que j'étais au plus bas. Et surtout me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les autres qui vivent ce genre de choses et utiliser finalement l'art pour construire quelque chose de positif. Et donc, j'ai regardé sur Marketplace avec un ami, donc on a trouvé un ancien appareil photo. Donc voilà, j'ai pris l'appareil avec un objectif qui était posé dessus. Donc je n'ai jamais fait de cours de photo ou autre. Et donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour représenter la femme qui était finalement victime de violences conjugales. J'avais pas envie de rentrer dans quelque chose d'académique, quelque chose de rigide, et donc je me suis dit finalement je vais aller me balader et au fil de mes promenades voir un petit peu ce qui allait m'inspirer. Et donc je me suis d'abord baladée à Bruxelles dans un parc. Et je suis rentrée dans une toute petite cabane. Et dans cette cabane, il y avait une fenêtre, toute simple, avec du lierre, tout bêtement, en fait, qui poussait à travers. Et ce qui m'avait marqué, c'était un peu la décrépitude du lieu, avec justement ce lierre qui poussait. La nature qui reprenait ses droits. Voilà, et alors il y avait juste à ce moment-là un rayon de soleil à travers cette fenêtre, et ça symbolisait vraiment l'espoir et quelque chose qui naît à partir de finalement quelque chose qui était abandonné, quelque chose qui est triste, qui est détruit. Et donc à partir de là est venu l'attrait pour tout ce qui était lieu abandonné. Et donc j'ai pris mes renseignements, voir en Brabant wallon les lieux qui étaient abandonnés, qui étaient facilement accessibles. J'ai systématiquement demandé des autorisations pour pouvoir y aller, étant donné que lorsque je vais sur place,
je prends une valise avec des vêtements et je passe 3, 4, voire 5 heures sur place. Parce que voilà, en fonction de l'endroit, il faut que je prépare le matériel. Donc je vais toute seule avec ma valise, mon appareil photo et mon trépied. Et donc quand j'arrive sur place, je m'imprègne du lieu, je regarde les différents endroits qui sont prenants. Et donc je fais des essais. Alors bon, comme je n'ai pas d'expérience photographique en tant que telle, c'est vrai que pour une prise réussie, je dois parfois m'y reprendre à 5, 10, 15, 30 fois. Donc parfois pour une photo réussie, il me faut environ 2 heures. Alors quand je fais la photo, c'est vraiment... je n'arrive pas sur place en me disant, voilà, aujourd'hui, je vais prendre une photo en étant assise ou en étant debout, en ouvrant les bras. Enfin voilà, j'ai pas de thème particulier. J'ai vraiment profité en fait de ces lieux comme étant quelque chose de thérapeutique. Et donc quand j'allais là-bas, en fonction de mon humeur, en fonction oui, vraiment du ressenti et surtout en fonction de ce que je devais évacuer, je laissais faire les choses. Et finalement, voilà, quand j'ai sorti mes premiers clichés, j'ai des amis photographes autour de moi qui me disaient en fait tes photos ils sont fantastiques, tu parviens vraiment à capter la lumière, tu arrives à partir de rien à mettre quelque chose de vraiment très fort. Et donc on m'a souvent demandé comment est-ce que tu fais. Et puis voilà, c'est le feeling, c'est le ressenti qui parle, et je pense que c'est la souffrance qui parle aussi, et qui finalement prédomine par rapport à la connaissance technique de la photographie. Voilà, alors donc j'ai continué à explorer un lieu, puis un autre. Et de fil en aiguille, mes connaissances m'ont dit pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une exposition? Alors bon, j'aurais répondu t'es sûr que je devrais faire une exposition, parce que voilà, j'ai pas de bagage artistique dans la photographie. Est-ce que tu es vraiment sûr? Et donc finalement voilà, il y avait un manque de confiance qui était présent, et je me suis dit voilà, je vais me jeter à l'eau et je vais exposer quelques œuvres. Donc j'avais fait une première exposition à Néten, qui avait eu énormément de succès. Et j'avais été interpellée par le nombre de personnes qui s'arrêtaient et qui me demandaient quel est un peu le contexte de vos photos, parce qu'on ne comprend pas trop, ça a l'air fort noir, fort triste. Et donc j'ai un petit peu expliqué mon parcours personnel, et de là est née la volonté d'aller encore un peu plus loin. Donc au-delà on va dire de l'aspect thérapeutique personnel, en faisant ces photos, je me suis dit là où moi j'ai souffert, là où je n'ai pas été entendue, j'aimerais que mon expérience puisse servir à d'autres personnes. Et de là est née l'idée de réutiliser ces photos pour qu'elles soient exposées, pour qu'elles soient diffusées dans le cadre de la prévention pour les violences conjugales. Parce qu'en fait, dans le cadre de la violence conjugale, c'est quelque chose... La violence conjugale est un mécanisme qui est environ similaire pour toutes les victimes. Il y a toujours un processus de domination entre la victime et l'auteur. Enfin voilà, il y a toute une série de mécanismes, mais au fond, c'est quelque chose qui, d'une personne à l'autre, est vécu vraiment personnellement. Et la photo est quelque chose qui est susceptible d'interprétation. Et donc les photos sont en règle générale très épurées. Bon, parfois elles peuvent être plus parlantes ou plus provocatrices que d'autres, mais je trouve que la photographie permet justement aux personnes de pouvoir interpréter, de pouvoir se remettre en question, et de pouvoir transposer une photo
à sa propre Un situation, vécu, oui. à un vécu. Et donc, j'ai par exemple fait une photo donc j'avais trouvé un ancien château où je pouvais faire des photos. Donc j'avais demandé l'autorisation, c'était des thermes. Et donc j'avais été dans le sous-sol et il y avait un long couloir avec un puits de lumière. Au niveau du plafond, il y avait une petite coupole. Et j'avais trouvé une porte qui était une porte de hammam, une belle porte en bois avec du fer forgé. Et donc je me suis dit, mais cette porte, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc j'avais pris cette porte et je l'avais posée en plein milieu de ce couloir. Et j'avais fait une photo justement en tenant cette porte, mais qui n'était pas attenante au couloir. Donc c'était assez compliqué de Elle pouvoir... était dans le vide, quoi. Voilà, elle était dans le vide. D'un point de vue pratique, c'était assez compliqué pour prendre la photo parce qu'il fallait à la fois déclencher la photo et courir près de la porte. Enfin voilà, c'était compliqué. Mais ça, voilà, c'est à titre d'exemple. Hein, donc ça symbolise la relation de domination où quelque part, ben voilà, on voit une personne qui tient cette porte, donc qui est prête à partir. Et en même temps, ben, de l'extérieur, on voit que cette porte ne tient à rien. Elle n'est pas fixée au mur, elle est placée en plein milieu d'un couloir. Et donc extérieurement, on se dit, ben, tiens, pourquoi est-ce que cette personne ne part pas Et la personne elle-même qui tient la porte se dit, ben, tiens, qu'est-ce qui finalement me retient? Parce qu'il n'y a rien qui tient cette porte. Et en même temps, ça montre un petit peu le caractère sournois de la relation. Et aussi le fait que les gens à l'extérieur, parfois, ne comprennent pas la souffrance, les enjeux. Il y a parfois des victimes qui souhaitent partir, mais qui, d'un point de vue économique, n'ont pas les moyens de partir. Il y a des personnes qui, finalement, sont totalement sous emprise, qu'elles doutent de leur propre perception. Enfin, j'allais dire, il y a tout le jeu aussi de perversion et de manipulation qu'il y a derrière, qui fait que je pense que ces victimes, en effet, ne sont pas juste libres de partir, dans le sens où il y a toute une manipulation et une perversion par la personne qui a une emprise sur elle. Et cette emprise peut être très forte au niveau psychologique. Donc, je pense qu'en effet, c'est pas si évident que ça de juste se dire je passe la porte. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. À titre personnel, dans mes dernières années de relation, c'est vrai que la manipulation était tellement importante que finalement je doutais de mes propres perceptions et je me demandais si c'était pas moi qui finalement étais folle parce qu'en fait la manière dont les choses étaient abordées me faisait écho en me disant mais finalement c'est moi qui suis à côté de la plaque et c'est moi qui suis toxique dans la relation. Et donc c'est vrai que on est aussi fortement affaibli. Et donc on sait que ben, voilà, les personnes qui manquent de sommeil, qui sont sous pression de manière permanente, finalement c'est une sorte de torture qui permet déjà de ne plus pouvoir réfléchir et raisonner de manière rationnelle. Et c'est vrai que quand on vit avec quelqu'un où il y a la boule au ventre de manière permanente, c'est vrai que c'est vraiment terrible. Et voilà, cette photographie que j'ai faite est quelque chose d'important pour moi. C'est vraiment une pièce phare de toutes les photos que j'ai pu faire. Et j'ai d'ailleurs récupéré cette porte. J'ai demandé à la récupérer, donc je vais l'intégrer à la maison d'une manière ou d'une autre, parce que ça symbolise aussi voilà, le fait d'ouvrir la porte, le fait de repartir à zéro. Et je dirais même moins que zéro, parce qu'on on ressort plus abattu que ce qu'on est rentré en relation avec ce genre de personnes. Et donc voilà, le but de ces photos, donc, c'était de pouvoir aider les personnes à comprendre le mécanisme, donc peut-être aider les proches aussi, mais aussi permettre aux personnes de détecter et peut-être d'avoir un déclic en se disant ben,
oui, finalement, là, je me reconnais dedans. J'ai par exemple des photos où on voit ouvrir une fenêtre qui est totalement barricadée, et sur le côté, il y a une porte ouverte avec plein de lumière qui rentre dans la pièce. Et donc finalement, on est face à un mur, on est face à un obstacle, et on se dit, parfois on ne regarde pas dans la bonne direction, parfois on n'ose pas demander de l'aide, alors que finalement il suffit de tourner la tête et on peut avoir des personnes autour de soi qui sont prêtes à aider. Maintenant, dans la société, évidemment, il y a beaucoup de préjugés aussi sur les femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui sont dans leur relation, puis qui quittent leur mari ou leur compagnon, et puis qui reviennent. Donc il y a beaucoup d'incompréhension. Et donc voilà, d'où l'importance, je pense, de continuer à sensibiliser les victimes sensibiliser la société par rapport aux personnes victimes de violences conjugales. Et surtout, et ça à titre personnel je l'ai vécu, ne pas attendre de la justice pénale, ne pas attendre une réponse favorable pour se reconstruire. Ne pas attendre de justice en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui comptent sur la justice pour pouvoir se reconstruire. Et je pense que le principal, c'est de pouvoir justement faire son petit bonhomme de chemin et essayer de se reconstruire à travers, soit comme moi je l'ai fait, soit l'art, soit à travers un projet qui puisse aider les autres. Voilà, bon, moi je parle à titre personnel, mais je pense que voilà, beaucoup de personnes pourraient se reconnaître dans ce type de cheminement. Et donc voilà, mon objectif serait que toutes ces photos puissent être utilisées dans le cadre des campagnes de prévention pour les violences conjugales. J'ai déjà eu l'occasion d'exposer à Nivelles lors de la journée internationale de la violence faite aux femmes. Et donc je pense que c'est important d'utiliser la photographie aussi, parce qu'il y a des personnes qui parfois sont dans des milieux plus défavorisés, vivent des choses difficiles, et n'ont pas spécialement accès non plus à l'apprentissage de la lecture. Et on dit toujours que voilà, parfois une photo... une image vaut 1000 mots. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là. J'ai pour le moment, on va dire, une trentaine de clichés que j'ai développés. Maintenant, le plus difficile, évidemment, c'est toujours de trouver des relais pour pouvoir justement concrétiser ce projet. Je pense que c'est un projet qui pourrait être porteur et qui est surtout un projet d'actualité, parce qu'on sait que les féminicides sont malheureusement en nombre croissant. Et je pense que voilà, bon, c'est une petite pierre à apporter à l'édifice, mais je pense que ça pourrait contribuer à énormément de choses. Et donc voilà un petit peu mon projet concernant ces photos. Ce qui m'avait marqué dans la première fois que j'ai vu les clichés, c'est ce côté, catharsique du travail. On sent, je pense que vraiment il y a un cheminement par rapport à vous, par rapport à vraiment votre histoire dans ces photos. Mais j'avais aussi beaucoup aimé le côté résilience. Donc il y a tout ce côté catharsique où on sent que ça vous a aidé à cheminer et que ça vous aide encore à cheminer. Et à ce côté espoir, résilience, je suis toujours debout et je vous montre que c'est possible. Et j'avais beaucoup aimé ce côté-là où je pense que les femmes qui ont vécu ces violences pourront en effet vraiment pouvoir se reconnaître et se sentir moins seules dans ce côté-là. Et et ce message d'espoir en fait. Vous n'êtes pas seul. Et tout comme moi, vous pouvez vous relever, vous pouvez sortir. Donc déjà, merci beaucoup parce que je trouvais ça beau et je trouvais ça vraiment très important. Donc merci beaucoup pour ce que vous faites. Donc voilà. Avec plaisir. Et donc voilà, si je suis là aujourd'hui aussi, c'est parce que je trouve important en effet de trouver des portes d'entrée, des manières de parler de parler de ces sujets qui sont souvent tabous. Et il y a encore ce côté quand même très
très patriarcal et le pervers narcissique est aussi quelqu'un qui sait se donner une belle image devant tout le monde et donc c'est parfois compliqué aussi de sortir de ces situations de violence, je pense, parce que la personne est parfois vue socialement comme quelqu'un de très bien, de très... c'est une belle personne, comment ça se fait que tu le calomnies en disant des choses pareilles. Et donc je crois que ça, c'est des situations qui sont aussi compliquées pour les femmes qui ne sont pas entendues à ce niveau-là, parce que la personne, socialement, est bien vue. Et donc c'est important aussi de pouvoir dire que bah, voilà, la façade qui est à l'extérieur n'est peut-être pas la façade qui est à la maison, et que ça se passe peut-être totalement autrement une fois que la porte est fermée à la maison, quoi. Oui, pour en revenir justement à cette fameuse porte. Ah, Comme vous dites, quand la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe derrière. C'est vrai qu'à titre personnel, quand je me suis séparée, on m'a dit mais comment est-ce que tu te sépares d'une crème d'homme pareil? Et donc dans le jour où j'ai vécu mon agression, qui était quand même terrible parce qu'il a quand même essayé de m'étrangler, donc il y avait 4 enfants qui étaient à la maison. J'ai quand même vu ma vie défiler et je pensais que voilà, c'était terminé. Et j'ai eu le réflexe d'enregistrer de manière sonore cette altercation parce que je sentais que, enfin voilà, j'avais une intuition, je savais que quelque chose, enfin que ça n'allait pas aller. Et je savais que dans beaucoup de cas, je ne serais pas crue. Et donc, j'avais besoin voilà, même d'un point de vue pénal, je me disais, voilà, ça pouvait peut-être me servir. Et puis voilà, je pense que c'est l'instinct quand on est dans une situation de survie, on essaye de faire ce qu'on peut aussi. Et donc finalement, ben, c'est vrai que voilà, on se rend pas toujours compte de la manière dont la personne peut être à la maison et en dehors dans le cadre de ses relations sociales et au travail. Et donc il faut toujours aborder les choses avec prudence, et notamment quand on est face à une personne victime de violence conjugale qui est déjà tellement fragilisée, tellement abattue, tellement affaiblie. Je pense que voilà, il faut qu'elle puisse être écoutée, il faut qu'elle puisse se rendre compte aussi que voilà, on est sensibilisé au fait sensibilisé à la problématique de la violence conjugale, au fait qu'il y a des mécanismes, qu'il y a quelque chose de sournois derrière. Et je pense que si la société était sensibilisée, s'il y avait moins de préjugés aussi, peut-être que plus de femmes aussi pousseraient la porte de services d'aide, appelleraient les lignes téléphoniques, les écoutes, lorsque quelque chose ne va pas. Et donc je pense que c'est tout un travail qui a été enclenché au niveau de la société. Il y a eu pas mal d'avancées au niveau législatif, mais je pense que c'est quelque chose qui doit perdurer et qui doit aussi être bien ancré au niveau des mentalités. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a tout ce côté aussi, comme vous disiez, où on se retrouve amoindri, je pense, dans ces situations. Mais c'est aussi un des mécanismes, justement, du pervers, c'est que justement, il va vous faire croire que c'est votre faute et que petit à petit, oui, vous allez commencer par croire qu'en effet, c'est votre faute ce qui vous arrive et que vous le méritez, etc. Et donc, sortir de ces mécanismes, je pense que c'est compliqué parce que c'est tellement insidieux et vicieux qu'on ne se rend pas compte, ça s'installe petit à petit, en fait. Donc, je crois que oui, c'est très important de parler de ce genre de situation. Ouais. Je pense aussi qu'on est tellement affaibli qu'on ne prend même plus le temps de réfléchir. Je pense qu'on on a enclenché un mode survie et on vit un peu comme un robot. Donc on fait toutes les tâches ménagères, on s'occupe comme on peut des enfants, on va au travail et finalement, si on a un conjoint qui nous présente une balle rouge et elle dit qu'elle est bleue, finalement on va dire écoute, t'as raison, elle est bleue. Et finalement on finit par ne plus s'écouter par épuisement et aussi par franche remise en question. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est de pouvoir puiser l'énergie nécessaire
Mais c'est justement la clé, c'est de pouvoir se monopoliser, monopoliser les services d'aide et pouvoir justement discuter avec des personnes extérieures qui pourraient justement nous mettre en lumière par rapport au mécanisme. Et il suffit de pas grand-chose pour que le franc tombe et qu'on se dise mais oui, après tout, ben, je suis victime et c'est pas toujours facile à entendre. C'est pas toujours facile à entendre parce que parfois dans le couple, on peut vraiment être considéré comme l'auteur, comme quelqu'un de particulièrement nocif dans la relation. C'est vrai que moi j'avais été persuadée que finalement je devais m'estimer heureuse d'être encore en couple avec cette personne parce que j'étais tellement mauvaise, tellement manipulatrice que finalement ben voilà, j'étais bien, je ne devais pas me plaindre. Et donc c'est vraiment un lavage de cerveau. C'est quelque chose de... Et c'est vraiment destructeur parce que voilà, moi je me suis séparée il y a 3 ans maintenant et je continue encore à me reconstruire. Et j'ai pourtant fait énormément de progrès. La photo m'a vraiment aidée. Mais on doit repartir à zéro, on doit réapprendre à marcher, on doit réapprendre à se faire confiance et surtout à savoir qui on est. Parce que je ne savais plus qui j'étais. J'étais vraiment dépossédée de mes envies, de tout. Je me suis réinstallée dans mon chez-moi, mais je ne savais pas ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Oui, on vit à travers l'autre, je pense, dans ces situations. Oui. Voilà, et donc quand j'étais dans le cadre de la relation, ma maman m'avait dit d'ailleurs, je ne te reconnais plus parce que tu n'as plus les mêmes goûts qu'avant. Quand on rentre dans la maison, c'est froid alors que tu es quelqu'un de joyeuse, qui met des photos partout. Dans ta manière de t'habiller aussi, je ne te reconnais plus. Il y a une partie de ta personnalité qui est partie. Et donc je pense vraiment que voilà, une partie de moi a été effacée dans cette relation et je ne recherche qu'à la récupérer et la reconstruire. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter ? Si je devais clôturer l'entretien, je pense que je dirais si vous vous reconnaissez dans le type de relation que je vous ai expliqué, ou si vous avez un doute, ou si vous avez une petite voix au plus profond de vous, une petite voix qui vous chipote, qui vous dit il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un poids, j'ai une boule au ventre, il y a quelque chose qui me chipote dans la relation. Il ne faut pas hésiter à en parler. Et je pense que si ce message-là, donc à travers cette interview, à travers les photos, une personne peut franchir la porte d'un service d'aide, peut franchir un bureau de police pour déposer plainte, je pense que ce serait le plus beau des cadeaux. Et tout ce que j'ai vécu, aussi terrible soit-il, aura servi à quelque chose. Et surtout, voilà, écoutez-vous. Écoutez votre petite voix, même si on vous dit de ne pas vous faire confiance. Faites-vous confiance et vous valez quelque chose. Oui, j'allais dire, vous en valez la peine. Donc, oui, voilà. c'est ça. Ouais. Merci Elisabeth. Merci pour ce partage à cœur ouvert. Merci pour ton courage. Et tout comme toi, j'espère vraiment que ces photos vont pouvoir aider un maximum de gens, que ce soit les femmes en situation de maltraitance ou encore tout un chacun, pour pouvoir faire évoluer les mentalités et faire voler en éclats les préjugés. Alors, sois curieux, va voir la suite du projet d'Elisabeth. En prime, tu feras une magnifique rencontre. À bientôt!